les autres peuples d'Europe, c'est-à-dire serait-on prêt à faire pareil en Europe, en termes de péréquation, parce qu'on dit qu'il faut aussi de l'égalité sur les territoires en France. Et donc, est-ce qu'on peut se poser la même question à l'échelle européenne, par rapport à la Grèce, par rapport à la Roumanie? Je pense qu'il y a quelque chose d'élémentaire à se dire, étant donné la force, la puissance du mouvement des Gilets jaunes qui pose la question d'un peuple qui se soulève contre l'arbitraire d'un pouvoir écrasant, c'est qu'on ne peut pas laisser un peuple se faire écraser par des dictates, par une troïka, comme ça a été rappelé tout à l'heure. On ne peut pas. Donc il faut une solidarité internationale de ce point de vue, et je pense que si on veut vraiment une redistribution radicale des richesses, ça peut se mener aussi à l'échelle européenne, avec une solidarité entre tous les peuples, et pas seulement à l'échelle française. La sortie des traités. Alors je l'ai dit tout à l'heure, et donc j'ai dû laisser un peu sur la fin certains, en disant, ça dépasse, et là je suis très heureux de tout ce que tu viens de dire, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui sont, et on sait pourquoi, parce qu'il y a un parti politique que j'estime beaucoup parce qu'il fait la critique des traités européens, il en fait une critique argumentée, qui est sur l'article 50 et le Frexit. Bon, je pense, premièrement, qu'effectivement, ce terme de Frexit n'est pas adapté, juste dans la terminologie, je parle que de terminologie, je ne parle pas de mise en œuvre de l'article 50, ou pas, mais du Frexit. Parce qu'effectivement, ça donne le sentiment d'un repli nationaliste, qu'on va s'isoler. C'est comme ça, attendez. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il. Attendez. Je vous parle en termes de stratégie. Voilà, c'est qu'en fait, l'opinion publique, il faut bien comprendre que ça fait des années, qu'effectivement, on nous met dans le TINA. Il n'y a pas d'alternative possible. Et si vous sortez des traités européens et de l'Union européenne, c'est le chaos. Voilà ce qui est dit, et on fait peur aux gens avec ça. Et en fait, du coup, le Frexit, pur et simple, aujourd'hui, je ne suis pas du tout certain que ça emporte une majorité dans l'opinion publique. Donc, c'est pour ça que je proposais, fédérons-nous sur une chose, la sortie des traités européens. Ça, c'est sûr, on ne peut pas rester dans les traités. Ça veut rien dire. Attendez, après, je réponds, je continue à répondre. Je vous demande juste d'essayer. Déjà, voilà, ça, c'est un terme de stratégie de communication. D'accord ? Ensuite, on va parler du fond. Je suis désolé, mais c'est extraordinaire. Il y a des avocats dans la salle? Ah bah il y en a un. Donc faudra savoir quel est son avis. Mais je suis le seul qui a priori, donc là, est un professionnel du droit, et je vais vous dire, moi j'en ai rien à foutre de l'article 50. La question, c'est pas du droit pour sortir des traités européens. C'est juste pas le sujet, l'article 50. Je vous dis pas de le mettre en œuvre ou pas en œuvre, mais en fait, les questions elles dépassent très largement la question de l'application juridique des traités. On les conteste, les traités. Pourquoi forcément les respecter? La logique, on va être d'accord, c'est que je partage tout à fait l'argument de ceux qui sont pour le Frexit et qui nous disent on ne peut pas changer les traités puisqu'il y a 27 pays membres et on n'obtiendra donc jamais l'unanimité. On est tout à fait d'accord. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'à partir du moment où vous mettez le pied dans la porte pour sortir des traités, le sujet, il n'est pas juridique, il est économique, il est commercial. Il y a la question de la réponse des marchés financiers, comment vont-ils réagir? Comment on fait pour assurer la transition avec la monnaie? Parce que si on n'a pas assuré la transition pour pouvoir émettre de l'argent auprès de la Banque centrale, ils vont nous menacer en tout cas, et peut-être même nous augmenter nos taux d'intérêt. Donc il faut s'y préparer. Ensuite, on va avoir effectivement l'Allemagne qui va réagir. Alors, il y a un argument, celui-là, à mon avis, il ne tient pas. On nous dit, ouais, la Commission européenne, si vous désobéissez, va vous infliger des amendes. Ce à quoi je réponds, oui, très bien, et qui va nous les obliger à les payer. C'est Jacques Chirac qui disait un jour, avec un désaccord vis-à-vis de l'Union européenne, ils ne vont quand même pas nous envoyer les chars. Ah non, ils n'en ont pas. Donc, a priori, voilà. Parce qu'en dernier ressort, il y a la question du rapport de force, tout simplement, qui se pose. Et moi, je ne prétends pas avoir toutes les solutions. Et donc, j'essaie juste d'ouvrir le débat au maximum et d'essayer de se poser les bonnes questions. Il y a une théorie d'Emmanuel Todd. Alors, je vais quand même la donner, même si elle me déplaît. Alors, vous voyez, pour vous dire à quel point je suis ouvert. Sa théorie est la suivante, c'est de dire que nous sommes sous la domination allemande. Ça, dans le cadre des traités, ça, a priori, le diagnostic est assez partagé. Bon. Et il nous dit la chose suivante, pour se sortir de cette domination, il va peut-être falloir s'appuyer sur Washington. Alors moi,
Vous avez compris pourquoi elle me déplaît. Moi, je suis pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN, pour retrouver notre indépendance au niveau géopolitique, parce que je pense que on n'a jamais été aussi fiers d'être français sur le plan géopolitique en 2003, quand nous, on s'est opposé au Conseil de sécurité à la guerre en Irak. Donc moi, je suis pour cette voie-là. L'indépendance, la troisième voie. Je suis très clair. Maintenant, la question que soulève Todd avec cette théorie-là, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est qu'en fait, il pose la question des rapports de force qui vont jouer au niveau économique et de la monnaie. Et donc, il ne faut pas balayer d'un revers de la main ces questions-là qui sont tout à fait essentielles. Donc, il faut essayer de s'ouvrir l'esprit parce qu'on le voit, article 50, parce que l'un des arguments, c'est de dire ouais, mais si on désobéit, nos partenaires ne vont pas être contents, alors que si on met en œuvre l'article 50, on est dans les traités, et donc ils vont être très gentils avec nous, ils vont nous caresser dans le sens du poil, ils vont nous offrir des bonbons, etc. Bon, il est évident que ça ne va pas se passer comme ça, et le Brexit en est la meilleure preuve. Alors certes, au Brexit, il y a cette problématique de ce que Theresa May était contre le Brexit, et c'est elle qui est chargée de le mettre en œuvre, mais on voit bien quand même que la Commission européenne fait tout pour empêcher le Brexit, pour les soumettre à un accord qui est totalement déséquilibré. Donc, je dis simplement que la question de la sortie des traités dépasse la simple question de l'article 50. Et ensuite, je rejoins Ludivine, c'est qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où on va désobéir au traité, poser des ultimatums, en disant, nous, de toute façon, on va sortir. C'est clair, on ne peut pas rester dans ces règles-là. L'idée, dans cette logique de rapport de force, ça va essayer de se trouver des alliés. Alors, les États-Unis, ça ne me plaît pas trop. Essayons peut-être l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, enfin il y a peut-être quelques pays qui vont vouloir s'allier avec nous. Et donc en fait, à partir du moment où on met le pied dans la porte, les plaques tectoniques vont commencer à bouger. On va redéfinir les alliances. Il faut accepter qu'on rentre dans une zone d'incertitude, c'est clair. Mais ça n'empêche qu'il faut être clair, il faut sortir de ce traité. Ça c'est une absolue évidence. Mais il faut arrêter là avec cette sémantique de si on ne met pas en œuvre l'article 50, ça veut dire que vous ne voulez pas sortir des traités. Non, il y a des questions qui se posent bien au-delà de l'article 50 et notamment l'idée d'essayer de gagner le rapport de force en créant des alliances avec d'autres États. Voilà tout simplement ce que je voudrais dire. Moi, je vais vous dire, moi j'en ai rien à foutre de l'article 50. La monnaie, j'ai quand même oublié de dire quelque chose, c'est un outil, la monnaie, et en fait, en l'état, c'est pas compliqué, nous, les Français, on va dire qu'on chose du 45. Et le problème, c'est qu'en fait, l'euro, c'est du 42. Là, on nous dit, marche avec du 42. Non, ça ne marche pas. L'exemple classique aussi, c'est les pointures de chaussures. C'est comme si l'euro, disons que c'est une pointure, c'est du 44, et les Allemands, ils font du 42, donc ils sont plutôt à l'aise dans leurs chaussures, mais le Français ou l'Italien qui fait du 46 ou du 47, mais il ne peut pas rentrer dans la chaussure, donc il y a un problème. Une économie, une monnaie doit être adaptée à une économie et pas l'inverse, sinon ça ne marche jamais. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont explosé, puisque les effets, on les connaît, sont les mêmes. Vous avez une accumulation de richesses vers les pays les plus compétitifs, et pour les autres, c'est la catastrophe. Et alors qu'au sein d'un même pays, il peut y avoir des transferts budgétaires massifs pour contrecarrer à ça, il ne verra pas ça au niveau de l'Europe, puisqu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de solidarité européenne, et donc les Allemands ne voudront pas payer, ni pour les Français, ni pour les Grecs, et non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas, puisque pour que théoriquement l'euro marche, il faudrait des transferts de l'ordre de plus de 200 milliards par an, et l'Allemagne serait complètement plombée au niveau économique si elle faisait ça. Donc c'est pas une hypothèse réaliste et crédible. Oui, donc effectivement c'est 56 000 euros par Français pour que les Français se rendent compte, donc c'est étalé sur 19 ans, donc ça représente 246 euros en moins qu'ils n'ont pas touché par mois. Donc c'est absolument énorme, exactement. Ah mais c'est absolument, qui n'est d'ailleurs pas un vrai SMIC, donc c'est absolument, c'est-à-dire que c'est rien à côté des pertes qu'on a point de vue de l'euro, et c'est au total, si on raisonne au niveau de la France, c'est 3 591 milliards d'euros, ça représente 157% du PIB, perdu sur 19 ans, donc c'est absolument colossal. Et c'est d'ailleurs à relier au coût, par ailleurs, qui n'est pas dans cette étude, mais au coût de la construction européenne, puisque ce niveau-là, disons que si on fait une moyenne annuelle, ça représente un coût de l'euro qui est de l'ordre de 189 milliards d'euros par an,
c'est énorme, 189 milliards par an, mais il faut ajouter tout le coût de la construction européenne aussi par ailleurs. Il y a le coût notamment budgétaire, le déficit fiscal, où la France, chaque année, perd peu ou prou 9 milliards d'euros par an. Il y a tout ce qui est amende pécuniaire et tout ce qui est cofinancement obligatoire qui n'est pas dans le cadre du budget de l'Union européenne, ça c'est à peu près 5 milliards d'euros par an. Et il faut ajouter tout le coût des normes que produit l'Union européenne, normes pour les entreprises publiques ou privées, ou pour les administrations publiques. Cumulé, c'est 38 milliards d'euros par an. Donc si on cumule tous ces éléments-là, c'est un coût qui est absolument énorme. C'est de l'ordre de 241 milliards d'euros par an. Et donc c'est 660 millions d'euros par jour. Et encore, comme j'ai dit, c'est une hypothèse basse. Hypothèse basse parce qu'en fait, ce rapport, c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est ce qu'on dit quand je parlais tout à l'heure de figer les parités. C'est quand on fiche, plus on avance dans le temps et plus ça se dégrade puisque les pays dits du Sud sont de moins en moins compétitifs. Ouais. Et donc quand on voit, je parlais de 189 milliards, c'est une moyenne. Quand on regarde le rapport, il donne les chiffres de 2017. Et le coût de l'euro pour la France en 2017, c'est 374 milliards d'euros sur un an. Donc c'est absolument énorme. Ça représente 464 euros par mois par Français sur l'année 2017. 464 euros. Donc quand on est à ce niveau-là, c'est monstrueux. Et quand je rajoute les coûts précédents, ça me donne du 426 milliards d'euros par an, le coût de l'Union européenne et de l'euro. C'est 1,2 milliard d'euros par jour. Donc même les 426 milliards, c'est à peu près l'ordre de grandeur du budget de l'État, pour que les Français se rendent compte. C'est dingue, donc ça veut dire que si on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour les écoles, exactement. C'est parce qu'on l'a dilapidé ailleurs, c'est ça? Ben c'est ça, qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas, et ces 426 milliards, pour parler une échelle qui parle le plus finalement à tous les Français, c'est 524 euros par mois pour chaque Français de perte. Okay. Donc c'est absolument monstrueux, et ça va à rebours de toute la propagande, puisque c'est que depuis des années, on nous dit si vous sortez de l'euro, vous avez de la propagande, c'est la catastrophe. Non, la catastrophe, et les Français doivent s'en rendre compte, c'est justement d'y rester. Et donc, c'est toute cette problématique-là, et toute la question est là. Est-ce qu'on accepte de rester dans ce système qui appauvrit la France et les Français, ou est-ce qu'on en sort? Et ce que propose Juppé depuis maintenant 12 ans, partie du Frexit, c'est de sortir de ça, et on voit bien, et cette étude confirme, que l'euro a été une catastrophe pour la France et pour les Français. Et il y a un institut allemand qui vient de sortir une étude, et qui a démontré que depuis l'euro, chaque Français a perdu 55 000 euros. Voilà. Ou 56 000 euros, 55 ou 56 000 euros. Voilà le coût par Français du passage à l'euro. Donc quand on nous dit qu'on n'a pas perdu d'argent, on aimerait savoir s'il ne se moque pas du monde. Alors, maintenant, une fois qu'on a posé le diagnostic, je vous raconte une petite anecdote. Il y a un an, j'avais été invité à un cercle réflexion. C'était un petit peu la petite bourgeoisie provinciale de Rouen. Et puis, j'y étais allé parce qu'il y avait l'intervenant, il était mandaté par la Commission européenne pour travailler sur le Brexit. Alors il se posait des questions très compliquées, notamment de savoir si le train qui partirait le jour du Brexit, à 23h40. Voilà, vous avez compris. Bon, et bien ça leur a demandé beaucoup de temps. A priori, c'était une réflexion absolument très tranquille. Donc bon, j'avais eu la suggestion, écoutez, éventuellement on supprime ce train-là. Hein. S'il n'y a que ça, franchement, on va peut-être pas perdre notre temps là-dessus. Bon. Et puis alors, comme on était nombreux, on était une quarantaine, on a 2 minutes de temps de parole. Alors je me suis dit, bon, moi je vais faire ce qu'il nous expliquait. On a bien compris qu'il y a un problème dans l'Union européenne, parce qu'il y a le Brexit, il y a la montée des partis nationalistes d'extrême droite, etc. On a bien compris. Donc on va changer l'Europe, mais dans le cadre des traités européens existants. Ah ouais, donc là on a affaire à des champions du monde. Et donc en 2 minutes, j'entreprends de critiquer les traités européens là, sur les bases que je vous ai dites. Puis je me suis dit, bon, j'ai quand même un type qui est mandaté par la Commission européenne, là ça a quand même bagarré, je vais avoir de la dispute, puis bon, ça tombe bien, moi j'aime bien batailler sur les idées. Donc on va s'amuser 2 minutes. Enfin, le type, je lui explique tout ça, et il me dit, ah ouais, vous avez raison. Oui, d'accord, mais alors, ah bah oui, mais le problème, c'est que c'est la règle de l'unanimité, donc on ne peut pas changer les traités. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous m'expliquez qu'on a le train lancé à grande vitesse, on va percuter le mur, mais vous me dites surtout, vous inquiétez pas, tout va bien. Ce sont des malades mentaux. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'essaie de freiner le train, j'essaie de le bifurquer, mais je ne fonce pas dans le mur. Et voilà donc la remarque qui m'avait été faite. Donc il faudra évidemment sortir des traités. Je ne vais pas m'apesantir sur la question de la stratégie, etc., parce qu'il y a des luttes aujourd'hui, parce que vous avez des éléments de langage qui sont donnés par différents courants politiques. Alors il y a ceux qui sont pour le Frexit, il y a ceux qui sont pour le plan A, plan B, etc. Ce qu'il faut, c'est se fédérer sur l'idée qu'on ne peut plus continuer à rester dans ces traités européens. Et ensuite,
Il y aura de toute façon une zone d'incertitude sur ce qui va se passer. On le voit bien avec le Brexit, où tout est fait pour que le Royaume-Uni soit contraint de rester, en fait. On essaie d'imposer un accord qui est totalement déséquilibré pour les obliger à rester. Je pense que les Anglais, c'est les Anglais qui sortiront parce qu'ils vivent sur une île et qu'ils aiment bien leur petite île. Et c'est très bien parce que comme ça permettra de faire la démonstration qu'il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour qu'une économie marche extrêmement bien. On leur avait d'ailleurs promis le chaos dès le vote pour la sortie, et en fait ils ont un taux de chômage extrêmement bas, ils sont quasiment en plein emploi, et qu'a priori la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Moi, j'en ai rien à foutre de l'article 50. Par ailleurs, même en supposant que ce que dit cet internaute soit confirmé par les faits, ce qui n'est pas le cas, même en supposant que ce soit confirmé par les faits, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que, si je comprends bien, ça serait, en fait, il faudrait être l'apôtre d'une vision mensongère de la politique. C'est-à-dire qu'il faudrait dire une chose et son contraire. Quelle serait la légitimité, si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, quelle serait la légitimité pour qu'il fasse sortir la France de l'Union européenne, par exemple, et de l'euro, alors qu'il ne l'aurait jamais dit dans aucun de ses programmes? Alors même que lui-même et ses collaborateurs ne cessent de dire le contraire. J'ai quand même pas rêvé. Le député du Nord, Adrien Quétenin, c'était il y a une quinzaine de jours, a dit « Il est hors de question de sortir de l'Union européenne ». Donc, si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, il appliquerait ce qu'il a dit, c'est-à-dire il ne sortirait pas de l'Union européenne. Il n'a jamais dit le contraire. Son plan B ne consiste pas en cela. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est extrêmement vicieux la façon dont il est procédé, puisque on fait croire, il y a un certain nombre de personnes qui votent pour France Insoumise, ou qui votent pour le Front National, ou qui eux-mêmes votent pour Debout la France, et qui sont persuadés en leur fort intérieur, oh oui, mais c'est plus malin, ils sont plus malins qu'Asselineau parce qu'eux, ils avancent masqués, voilà. Est-ce que De Gaulle a avancé masqué le 18 juin 40 ? Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait avancé masqué ? Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon arrivant au pouvoir avec toute l'oligarchie qui tient les médias, etc., et qui dirait, en fait, j'étais avancé masqué, mais maintenant je vais sortir de l'Union européenne, je vous ai bien eu. Non, ça va pas. Il serait immédiatement détruit par le système médiatico-politique qui dirait « Vous n'avez pas le droit, vous n'avez jamais dit ça dans votre programme, c'est une honte ». Et de fait, sa légitimité serait très faible. Et le bombardement médiatique finirait par lui aliéner la grande majorité de la population. Lorsque les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, c'était pas sur des... Nigel Farage ne disait pas « On va faire une autre Europe ». Il a dit « Il faut sortir de l'Union européenne ». Le Brexit, le référendum, c'était bien sortir de l'Union européenne. C'était pas autre chose. Donc, si Madame May, et on l'a vu, il y a une question préalable qui m'avait été posée, rappelez-vous, qui disait oui, mais est-ce que le Brexit va... Vous voyez dans quelle difficulté même les partisans du Brexit sont pour mener à bien la sortie de l'Union européenne, tellement les forces euro-atlantistes sont là pour essayer de faire capoter le projet. Leur atout décisif aux partisans du Brexit, c'est qu'ils peuvent dire 52% du peuple britannique a voté sciemment en faveur du Brexit. Face à une telle pression, ceux qui se seraient fait élire sur des programmes chèvre-chou ne pourraient pas le dire et donc ne pourraient pas mener à bien la politique. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, être l'homme d'une grande querelle. Sur un sujet de cette nature, on n'a pas le droit moral, politique, et même en termes d'efficacité, parce qu'il n'y a pas qu'à arriver au pouvoir et ensuite pouvoir mettre en œuvre ce pourquoi on a été élu sans ambiguïté, ça ne supporte pas l'ambiguïté.